Si on revient aux assets, il y a plusieurs choses qui m'interpellent ou que je trouve particulièrement intéressantes. La première, c'est, bon, j'étais partie avec l'idée qu'il pouvait y avoir, non pas du tout de dire que les ascètes étaient psychotiques, absolument pas, mais qu'il y avait dans l'ascétisme un certain langage qui pouvait être utilisé ou approprié par des personnes qui avaient vécu la psychose pour trouver une voie, leur propre voie, pour articuler culturellement leur expérience sans être complètement marginalisés, comme c'est le cas en Amérique du Nord ou dans les sociétés occidentales. Et donc je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça. Et quand on interroge la plupart des ascètes sur cette question-là, la plupart se réclament en disant il n'en est pas question, les ascètes et la trajectoire de l'ascétisme et de la psychose sont complètement différentes, c'est absolument incompatible. Et c'est vrai qu'à un certain niveau, je dirais, dans l'ascétisme strict, il y a une exigence, il y a un parcours à faire, et les gens disent on est très attentif quand on prend un disciple à ce qu'il soit quelqu'un qui ne soit pas fragile psychiquement. Autrement, c'est trop dur comme trajet, ils ne vont pas tenir. Donc là, ça c'est le discours officiel et qui certainement est exact. À côté de ça, on voit tous les cas de figure. Mais il y a un cas de figure qui nous a particulièrement frappé, c'est que nous étions dans un ashram populaire, un peu près de Mussoorie, près de l'entrée de l'Himalaya. Et là, il y avait un homme, un moine, qui était habillé de façon très sale, avec des vêtements qui baragouinait à lui-même, qui lançait des pierres aux enfants. Tout vraiment le portrait typique, je dirais, du psychotique, là, qui est errant un peu. Et alors notre ami psychiatre, Ravi Kapoor, interroge le chef de l'ashram, Ramdev Pati, et lui dit, écoutez, est-ce que vous ne pensez pas que cet homme, alors colère de Ramdev Pati, qui dit absolument pas, vous n'êtes absolument pas, c'est quelqu'un qui est au-dessus, je dirais, qui est le plus sage, le plus spirituel d'entre nous, et qui explique comment c'était quelqu'un qui est arrivé, qui avait un passé de militaire, et que en fait, donc son entrée dans ce comportement est le signe qu'il a atteint un très haut degré de sainteté. Et c'est vrai que les Parahamsa, quelque chose comme ça, je le prononce certainement très mal, sont, je dirais, des personnes qui sont spécialement avancées dans l'ascétisme et tellement avancées que les règles ordinaires ne jouent plus. La saleté, le propre, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc c'est complètement mis de côté. Et donc ces gens, on dit, bon, il y a Ramakrishna, là, qui est un peu un exemple classique, là, donc qui sont vraiment des gens qu'on pourrait prendre pour fous, mais qui sont à ce niveau très très élevé de sainteté. Donc, alors, ce que j'avais proposé à notre ami Ravi Kapoor était d'essayer de repérer d'autres personnes de ce style-là et d'essayer de voir un peu si on pouvait travailler à partir d'eux, me disant, mais ça, c'est une voie d'entrée intéressante. Mais bon, il n'a pas pu en repérer d'autres et puis il est décédé sur ces entrefaites. Mais donc, c'est tout ça pour dire que en Inde, les catégories sont fluides, elles sont flexibles. On ne peut pas dire ceci et ça et ça et ça. Non, tout est de la même façon que Shiva, quand même une déité extrêmement importante, est à la fois la déité ou la divinité de l'érotisme et de l'ascétisme. Qu'il est à la fois le créateur et le destructeur. C'est toujours à la fois l'un et l'autre. Hein. Il n'y a pas de démarcation aussi claire que chez nous. Ça, pourtant, il y a des logiques extrêmement complexes, mais qui ne jouent pas avec les mêmes principes que les nôtres. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour répondre à cette question-là. Maintenant, quand on voit les ascètes comme tels et qui ils sont, hein, si on met de côté la question de la psychose, on s'aperçoit qu'il y a une très grande diversité de trajectoires qui conduisent à ça. Et notamment, il y a quand même deux grandes voies, je dirais. Une voie où la personne, depuis le début, est souvent... où elle est intérieure, elle n'a pas beaucoup d'amis, elle a un rapport particulier à la nature, elle se pose des questions sur la souffrance, sur la vie, sur la mort. Donc il y a cet enfant un peu marqué d'emblée, qui est un peu différent des autres. Et puis il y a un moment donné, quelque chose qui se passe, et plusieurs disent, c'est comme
un socket électrique, une prise électrique. Donc, c'est-à-dire, alors, ce qui fait office de prise électrique, c'est soit un livre sur lequel il tombe par hasard, un livre qui a été rédigé par un sage, soit ils entendent un prêche par un de ces grands swamis, et à ce moment comme Vivekananda ou d'autres personnes, bon ça plus vivant, mais en tout cas dans les livres. Et donc il y a ce moment, je dirais, de bascule où quelque chose prend forme et brusquement ils disent je pars. Hein. Et à ce moment-là, notamment je pense à un homme qui nous avait beaucoup impressionné dans l'Himalaya, un très bel homme, à peu près 55 ans, avec de longes, les cheveux tressés là, jusque très, les matted hair, là, jusque très long. Et puis on commence à parler avec lui. Lui parlait l'anglais pour une fois, donc on parle davantage avec lui, Gilles et moi. Et puis il commence à nous demander des nouvelles du génome, des nouvelles les dernières découvertes de ceci, ça. Et puis en parlant avec lui, on découvre que c'était un ingénieur électronique et qui avait un haut niveau d'éducation, une famille, 2 enfants. Et puis un jour, il y a ce lit, et puis il est parti. Il a tout quitté, sans donner de nouvelles, jamais, à personne. Donc, alors c'est ça, il y a ce détachement qui fait que la personne abandonne tout et part. Et part. Et ce qui est l'indice de ça aussi, c'est qu'ils normalement, ils peuvent jamais rester plusieurs jours dans le même endroit. 3 jours, et puis il faut qu'ils partent. Mais bon, il y a de nouveau de multiples modalités. Là, il y a des ascètes aussi qui sont dans des caves beaucoup plus isolées. Donc, il y a ça. Et puis d'autres personnes où c'est davantage un parcours plus difficile, ou des gens qui viennent souvent de milieux plus défavorisés. Et je me rappelle il était dans un accident de chemin de fer. 800 personnes sont mortes, il est le seul survivant. Donc il y a là quelque chose, une expérience qui frappe. Un autre, c'était aussi une expérience tout à fait étrange comme ça. Ou bien ses parents sont morts, il a été recueilli par un sadhu. Donc des circonstances de vie qui convergent vers le fait qu'il prend cette voie-là. Et ce qui n'empêche qu'il peut avoir une trajectoire spirituelle très intéressante, mais souvent ceux de la première catégorie vont aller très très loin dans la connaissance des livres saints. Alors ils vont aller dans tel endroit où ils vont être initiés à tel aspect des Védas, à tel aspect des Upanishads, et donc il y a vraiment des gens de très 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 lettrés et qui circulent. Je me rappelle un particulièrement intéressant. Quand on l'avait interrogé, il avait bon, aussi un très très bel homme avec des cheveux nattés, qui a peut-être 45 ans, et fier comme ça. Et il nous avait dit d'où il venait, son parcours. Et Ravi Kapoor nous avait dit ça, c'est la meilleure école d'ingénierie qu'il y a en Inde. C'est vraiment le top, top, top niveau. Et lui, c'était quelqu'un bon, qui avait fait beaucoup. D'emblée, depuis jeune, il était marginalisé parce qu'il était très, très différent des autres, beaucoup plus intérieur. Et puis alors, il a rempli ses devoirs, il a fait des études, il a installé ses sœurs, ses parents, et puis hop, il est parti. Et lui, il voyageait à travers l'Inde, et ce qu'il aimait, c'était justement l'aspect d'enseignement, hein, l'aspect de transmettre, d'enseigner les traditions aux jeunes. Et donc c'était cet aspect de vraiment de professeur, d'enseignant, qui était vraiment sa vocation, qui le faisait voyager à travers l'Inde, en même temps qu'il approfondissait beaucoup, beaucoup le travail sur les textes anciens. Donc vraiment des gens, donc depuis des gens très simples, mais très qu'on sent très très authentiques, des gens extrêmement sophistiqués, des gens qui visiblement sont des charlatans un peu, et puis dans la mouvance de ça, des gens qui visiblement sont psychotiques et qui sont dans la mouvance, qui voyagent et tout. Donc c'est cette flexibilité, cette hétérogénéité, cette polysémie de l'Inde qui est fascinante et qui en fait je dirais un territoire de mise en question plutôt que de réponse. Là, mais c'est vraiment tout à fait fascinant. Donc ça, c'est donc un trajet que je continue maintenant au sens où on continue à travailler sur à la fois à lire des textes d'auteurs divers, à la fois de travailler les entrevues, essayer d'en écrire un livre. Et puis moi, comme psychanalyste maintenant, je m'interroge sur parce que c'est tellement ce qu'il faut voir, ce qui m'intéresse notamment comme psychanalyste, hein, non pas la dimension de système théorique, mais la dimension de la pulsion, la dimension pulsionnelle en psychanalyse. Hein, notamment, il y a la pulsion de vie, la pulsion de mort, le sexuel et la mort. Et là, ce qui est quand même fascinant, c'est que ces ascètes, le point d'entrée dans l'initiation qui va marquer la bascule, c'est quand ils accomplissent leur propre rite d'autofunérailles. Hein. Donc, ils sont morts, et puis après ça, donc ils font leur parcours de sadhu. Et quand ils vont mourir, ils ne sont pas brûlés comme les autres morts. Ils sont enterrés assis.
hein. Leur mort, elle a déjà eu lieu, elle est passée, là, ils sont morts. Alors il y a l'aspect de la mort, et quand on voit la Katha Upanishad, je pense, je ne sais pas si c'est la Katha ou une autre, je ne sais plus, en tout cas, où là on raconte un des textes fondamentaux pour l'ascétisme, hein, c'est ce voyage de Nachikétas, qui est le fils d'un prince ou d'un roi, au pays des morts, et où rencontre le dieu de la mort. Et alors il lui pose 3 questions, et la dernière, c'est qu'est-ce qui arrive après la mort? Et ça, lui dit, je ne peux pas te dire ce qu'il arrive. Mais là, il commence à lui enseigner justement ce qui est fondamental dans cette pratique de détachement et d'ascétisme, le rapport entre la réalité, l'illusion et tout. Donc vraiment les vérités fondamentales de l'hindouisme sur ce plan-là en tout cas. Et donc là, on voit le rapport entre l'ascétisme et la mort qui est posé là, sur le plan de la mythologie, et qui est reprise dans le rituel de l'initiation, et qui est, on peut dire, incarné dans ce détachement absolu, hein. La personne quitte tout, elle part, elle n'a plus de nouvelles, elle se détache des choses. Avec de nouveau, il y en a qui s'allient avec les riches, mais l'ascétisme, c'est pas ça, c'est ceux qui partent comme ça. Donc il y a ça, cet aspect de la mort, et puis il y a cet aspect du feu dans leur regard, il y a leur bâton qui est censé détenir une énergie incroyable. Et là, en lisant justement au dernier séjour en Australie, l'an dernier, un grand gros bouquin sur Shiva, de Nandi, je crois, Donegal, quelque chose comme ça. Et là, non, c'est dans des Puranas que j'ai lu ça. Comment, en fait, l'ascèse, hein, l'ascèse, donc on se détache au maximum, là on fait des sacrifices, des austérités et tout ça. Les austérités maximum, ça permet une condensation d'énergie. Hein, donc c'est comme ça que plus on se détache, plus on se soumet à des austérités, et plus l'énergie se condense et devient forte. Donc de nouveau, là, il y a une sorte de paradoxe pour nous. Alors c'est ces aspects de paradoxe, de liaison de choses que nous, on tend à concevoir comme différentes, comme détachées et tout, qui me travaillent et qui m'intéressent particulièrement à essayer de travailler. Mais bon, ça, c'est un travail en cours d'évolution. Alors, peut-être pour terminer le volet recherche, là, c'est quand même dans la mouvance du travail, d'une part que j'ai fait avec des patients psychotiques, et d'autre part de ma dimension d'engagement dans la communauté, avec le groupe communautaire. Il y a toute une série de projets qu'on a développés, que j'ai développés avec les impatients. Les impatients qui sont un lieu, un groupe on pourrait dire, qui fait de l'art avec des personnes qui ont eu des problèmes psychiatriques, parfois très lourds, parfois moins. Et alors, ils font de la peinture, de la musique, du chant, des espèces de sculptures en papier mâché absolument extraordinaires. Donc c'est vraiment, alors c'est pas du tout, en tout cas en principe, ce n'est pas dans une optique d'art-thérapie, hein, c'est pas pour faire de la thérapie, c'est donner une voie d'expression artistique à des personnes qui sont dans une trajectoire de santé mentale difficile. Et alors on a fait des recherches avec eux, et notamment, c'est que je voudrais juste mentionner parce que je l'aime beaucoup, j'en suis très fière, c'est qu'on a, avec l'aide d'Henri Barras, qui était une personne extrêmement importante sur la scène artistique montréalaise, c'est celle qui avait fondé le Café de la Place, là où on présentait des pièces alternatives à la Place des Arts dans les années 80. Alors Henri Barras avait développé la notion d'art cru, qui est un art qui n'est pas encore civilisé dans les écoles, etc., mais qui est vraiment au plus proche de la primordialité du mouvement de l'émergence. Et alors lui s'intéressait particulièrement aux impatients. Et en collaboration avec lui, on a fait une exposition où on mélangeait des œuvres d'impatients et des œuvres d'artistes contemporains qui avaient accepté le jeu, donc ils nous avaient prêté de leur toile. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'on les mélangeait par grappes, donc des grappes de 3, 4 tableaux, où on n'identifiait pas qui est impatient, qui est artiste, on ne donnait pas les noms. Et alors, donc, dans l'idée de déstabiliser, ça s'appelle Regard sur l'art cru, le titre de l'exposition, de déstabiliser le regard et d'ouvrir à la fois une autre perspective sur l'art et une autre perspective sur la folie. Et dans ce contexte-là, on a fait une recherche, hein, on a interviewé une 50aine de personnes, je pense, sur le spot là, donc sur place. Donc on les voyait, certaines ont répondu, ils pouvaient aussi aller s'enregistrer, certains ont répondu par écrit, mais c'était surtout le discours spontané, et on leur demandait quelles étaient les grappes qu'elles aimaient le mieux et celles qu'elles n'aimaient pas du tout. Hein, et puis de nous expliquer un peu pourquoi. Et alors on essaie de voir un petit peu ce que ces grappes suscitaient en eux, et alors travailler un petit peu sur une richesse de réponses dont je n'ai pas le temps
de dire un peu tout ce que ça donne, mais c'était vraiment absolument extraordinaire. Et alors cette idée justement de déplacer à la fois la question de la folie et la question de l'art. Et ce déplacement-là, bon, on le poursuit maintenant, je continue à travailler avec les impatients. On essaie de travailler à partir de leur collection et de voir un petit peu comment on peut la rendre accessible à des étudiants qui vont travailler là-dessus et en leur permettant de le travailler à partir de thématiques. Par exemple, quelqu'un qui s'intéresserait au visage, qui s'intéresserait à certaines thématiques. Et il y a des choses là-bas qui sont de très grande beauté et d'autres qui sont simplement frappantes par leur... Bon, pas tout, hein, c'est pas tous de l'art, mais c'est extrêmement intéressant. Alors là, ce rapport aux impatients m'intéresse beaucoup et de plus en plus, à partir de mon rapport aux impatients et aussi à partir, j'assiste beaucoup à des performances de danse contemporaine que j'aime beaucoup. Et là, c'est de voir comment j'ai l'impression, et aussi dans la peinture contemporaine, oui, c'est ça, il y a dans l'art contemporain quelque chose qui permet une émergence de quelque chose qui vient de pulsionnel, qui vient d'au-delà, au-delà des codes, au-delà des limites. Je trouve ça extrêmement fort, extrêmement puissant. Et par rapport à ça, un auteur qui m'inspire beaucoup, c'est Georges Didier Huberman, qui est bon, historien de l'art, quelque chose comme ça. En tout cas, il est beaucoup de choses à la fois, la philosophe aussi d'une certaine façon, et notamment son œuvre ouverte, là où il travaille sur la peinture religieuse, et il montre comment justement du fond de l'œuvre jaillit quelque chose qui nous déstabilise. C'est l'étrangeté, l'étrangèreté absolue qui nous habite et qui fait surface comme ça dans travers l'œuvre. Et je trouve que quand on regarde l'art contemporain, je pense au Buto aussi, hein, cette danse japonaise qui dit quelque chose de la mort et de la sidération. Je pense à pour beaucoup de choses. Alors il y a là quelque chose, je trouve, qui dans l'art contemporain me permet, moi comme psychanalyste, de rejoindre ce fond pulsionnel avec lequel on travaille et qui permet, qui ouvre une voie pulsionnelle et de vie dans un monde qui est quand même de plus en plus organisé, bureaucratisé, uniformisé, globalisé. Là, il y a quelque chose d'une émergence vive qui est là comme peut-être jamais auparavant. Donc, alors c'est ce contraste entre les deux et l'intérêt, je dirais, de prêter attention à ce qu'ils disent, ou aussi la déconstruction de l'écriture à travers certains poèmes et tout. Je pense à Paul Celan. Je pense il y a tellement de façons dont les gens. Il y a aussi une exposition extraordinaire à laquelle j'ai assisté il y a 2-3 mois peut-être à Montréal, qui est d'un peintre yougoslave, Velikovic, qui lui a assisté à l'âge de 10 ans à des choses terribles j'imagine au début de la Deuxième Guerre mondiale, hein, alors qui en est resté marqué et qui fait 2 genres de tableaux, hein. Il fait des tableaux immenses, hein, très 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 grands. Alors, il y a un type de tableau qui manifeste une cruauté absolue avec des bulldogs, des pitbulls qui sont en train des rats, des corps qui tombent, épouvantables, des crucifiés, vraiment des choses, l'horreur en rouge souvent, hein, tout ça à langue de Chine, hein, donc très très. Et puis à côté de ça, des tableaux immenses d'une beauté absolue qui sont généralement, il y a uniquement une teinte sombre, et puis tout au fond, on voit un rougeoiement, et puis parfois uniquement un corbeau immense, ou bien des corbeaux qui sont là, qu'on voit à travers le brouillard, qui picore. Donc c'est la désolation absolue, sur fond de rougeoiement, et donc vraiment une sorte d'absence de l'humain qui est fondamentale. Et alors je me dis, alors quelqu'un comme ça qui a été tellement exposé à des choses épouvantables et qui a continué de travailler par ça et qui d'une part est imprégné par la cruauté, parce qu'il dit que les peintures de cruauté, il les fait chaque jour. Il ne peut pas se passer un jour de faire ses dessins en langue de Chine. Il dit, je les fais très très vite, et si je ne les faisais pas, je tuerais tout le monde autour de moi. Et les autres qui lui prennent des mois et des mois à réaliser, qui sont une sorte de sublimation dans la beauté absolue, mais de la dévastation. Alors je trouve qu'en regardant, il y a tellement d'autres peintres aussi, en regardant ces peintures, ces danses, ces livres, il y a quelque chose qui nous est dit, qui nous rappelle l'humain fondamental en nous. Et avec ça, je pense qu'on rejoint à la fois l'anthropologie et la psychanalyse. Là, c'est 2 choses extrêmement intéressantes. Alors donc ça veut dire que dans un autre trajet de mon parcours, donc j'avais expliqué comment depuis ma recherche chez les Yancy, l'image du père, j'étais dans la culture. Les groupes de possession, là, je suis à la fois dans la culture et dans l'expérience subjective. Avec la psycho, je suis essentiellement dans l'expérience subjective et dans la culture secondairement. Donc il y a un glissement progressif qui se fait.
Et je pense que quand j'ai décidé de faire une formation en psychanalyse, je pensais juste me donner un outil additionnel. Je me disais, c'est un outil pour aller encore un peu plus loin dans cette ligne-là. Et puis ben non, ça s'est pas passé comme ça, parce que c'est quelque chose qui m'a prise de plus en plus et donc qui est devenu de plus en plus important, alors que je pensais que ce serait quelque chose additionnel à ma vie. C'est devenu de plus en plus l'importance qui est anthropologique, prenant, je dirais, un tour un peu plus lointain. Et puis maintenant, la psychanalyse étant mon lieu principal, mais gardant, je dirais, un questionnement anthropologique par rapport à une réflexion fondamentale sur qu'est-ce que c'est l'humain, qu'est-ce que c'est le social, qu'est-ce que c'est la culture, qu'est-ce que c'est le travail clinique, qu'est-ce que c'est tout, quoi. Alors c'est à ce niveau-là que j'essaie de travailler maintenant. Alors, je peux continuer? Oui, c'est ça. Alors, dans ce cadre-là, donc, du côté de la psychanalyse, donc, déjà, quand j'étais essentiellement du côté de ma trajectoire anthropologique, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des dialogues entre mes recherches du passé et mes recherches plus actuelles. Alors, par exemple, en travaillant avec les patients schizophrènes, en découvrant cette importance d'un espace de retrait, je suis retournée à mes données sur les rituels de possession et j'ai mis au travail quelque chose qui m'avait échappé par son importance, qui est ces espaces de solitude et de retrait qui sont aménagés au cœur de l'initiation dans ces rituels de possession. Et alors à ce moment-là, c'est de réfléchir aussi à cette importance. C'est pas uniquement un rituel qui dramatise avec une très grande beauté et donc tout ce qui se passe comme initiation, mais ça comprend aussi un parcours intérieur, un parcours d'intériorité que je n'avais pas perçu suffisamment lorsque j'étais davantage attirée par l'extériorité de la beauté des rituels et des croyances, etc. Là. Donc là, c'est une anthropologie qui va se mettre plus à l'écoute de ces espaces de midi, de silence, qui sont juste indiqués dans la culture. Et par rapport à ça, je pense que si ça m'a rejointe, c'est sans doute que ça rejoignait quelque chose en moi. Je faisais référence tout au début de ces entrevues à la perte de mon père, à une espèce de vide, de creux, d'énigme qui reste là. Et j'ai l'impression que le travail que j'ai avec des patients psychotiques m'a rejointe dans cette dimension-là. Et elle s'est amplifiée, je dirais, quand je me suis retrouvée en Inde. Hein. C'est pour ça que le fait d'entrer en contact avec ces personnes, parce que en Inde, il y a à la fois le meilleur et le pire, hein, il y a des choses terribles aussi qui s'y passent, mais il y a une beauté des êtres, il y a une culture des êtres, même des êtres dans la rue et partout, il y a une force et cette trajectoire de l'ascétisme, cette profondeur des personnes et des regards, quand on parle avec eux, est telle que j'ai l'impression que ce parcours en Inde m'a transformée intérieurement en me permettant de me reconnecter avec quelque chose en moi. Par contraste, je dirais que l'Afrique, j'ai énormément aimé mon travail en Afrique et j'aime beaucoup y retourner. L'Afrique, j'ai adoré, j'y suis heureuse, mais je ne pense pas que ça m'ait changé intérieurement. C'est l'Inde qui m'a changé. Sauf que je dis ça, mais quand j'y suis retournée il y a 3 ans, là on est allé au Mali et à Tombouctou notamment, et chez les Dogons, on a voyagé beaucoup. Et en passant dans des villages, en entendant les tam-tams, en voyant les feux dans les villages, je me dis, c'est aussi moi là. Donc il y a quelque chose qui dans le terrain vous prend et qui devient partie intégrale de notre être. Bon, mes enfants l'ont vécu à leur façon, mais je me rends compte que pour moi, ça fait très fort partie de moi et c'est sûr que ça inspire et mon écoute clinique et la façon dont j'écoute ces récits d'ascètes et la façon dont je poursuis mes réflexions au niveau de l'anthropologie et de la psychanalyse d'ailleurs, avec le risque d'être marginal d'un côté et de l'autre, mais de risque avec le temps, on apprend à assumer. Bon, par rapport à l'anthropologie, donc il y avait ce va-et-vient entre la psychose et les rituels de possession, là, ce qui était quand même un peu inattendu. La question de l'individuation que j'avais posée en germe du côté de d'Yancy et puis qui se développe et qui arrive à ces extrêmes lorsqu'on se trouve au niveau des patients psychotiques, mais aussi aussi le parcours avec les ascètes, comment à travers ça on est amené à repenser
la notion de subjectivité, la notion de sujet, hein. Et donc, on se rend compte que les mots avec lesquels on travaille, que ce soit en psychanalyse ou en anthropologie, sont des mots qui, euh, qui n'ont qu'un sens très limité. Et en fait, c'est ça l'intérêt. Et parce que dans mes études, dans mon mémoire de maîtrise, j'ai dit en psychologie il y a très longtemps, et puis après, dans mes travaux chez les Bayensi, et après, j'avais été très fort intéressée par Margaret Mead, hein, qui est bon, une des pionnières. Là, ça paraît peut-être un peu ringard de dire ça maintenant, mais pour moi, ça reste une femme très très forte. Et alors, c'était cette idée de laboratoire social, hein, c'est-à-dire que, de nouveau, le terme est suranné, mais c'est l'idée qu'en changeant de regard, en changeant de perspective, ce qui nous paraissait naturel ne l'est plus. C'est quelque chose qui a l'air d'aller de soi, mais ça joue aussi pour nos savoirs disciplinaires. Et comment de se décentrer, de passer par l'autre, c'est quelque chose qui renouvelle complètement notre rapport au langage, notre rapport à la réalité, notre rapport au monde, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce que c'est l'imaginaire, qu'est-ce que c'est la réalité. Et par rapport à ça, je me rappelle du travail que j'ai fait, que je n'ai pas fait, mais que j'ai suivi avec Sylvie Poirier, là, qui est professeure à l'Université Laval, et quand elle avait travaillé sur le temps du rêve chez les aborigènes australiens, et comment là, la frontière entre le rêve et la réalité est complètement mêlée, là, ça ne tient plus, nos mots ne marchent plus, hein. Et donc, comment ce détour par l'autre nous remet beaucoup en question dans nos convictions les plus profondes, et puis il faut se laisser remettre en question dans nos convictions les plus profondes. Et donc, comment pour le moment, l'auteur qui m'inspire beaucoup, c'est François Julien. Pas le petit livre qu'il a écrit sur la psychanalyse, que je trouve pas bon, là, 5 concepts de psychanalyse, je ne sais pas, mais les autres livres qu'il a écrits, comme L'ombre au tableau, L'indifférence à la psychanalyse, d'autres livres plus récents, dont j'ai oublié le titre, là, c'est vraiment... Alors lui, il prend vraiment au mot cette question d'une descente. Alors il y a aussi un livre qui s'appelle L'universel, le général, et un autre terme que j'oublie toujours, là, où il montre comment ce passage par l'autre nous déstabilise complètement, et comment à la fois les mondes sont absolument incommunicables les uns aux autres, parce que les notions de temps, d'espace, tout ne sont pas les mêmes, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui communique, puisqu'on peut parler, que quelque chose demeure. Alors, c'est tout ce rapport entre l'intangible de l'universel, mais qui est là, hein, et en même temps, la façon dont il s'articule et prend forme différemment en fonction des cultures. Et pour moi, François Julien, pour le moment, me soutient beaucoup dans cette démarche-là. Mais ça signifie que, en corrélat de ça, je suis très mal à l'aise par rapport à toute une orientation de l'anthropologie contemporaine qui disqualifie complètement la notion de culture en disant que tout ça, c'était l'objectivation, l'essentialisation. Alors je me dis, comment est-ce qu'il y a moyen de garder à l'esprit l'idée de passage, l'idée de la flexibilité des cultures, mais de ne pas perdre l'idée que les cultures, elles informent quand même des cultures comme type idéal, je dirais, hein. Elles informent des façons de voir le monde, des rapports au langage, des rapports aux oppositions et tout, qui sont extrêmement différentes. Et quand on croit qu'on peut passer par-dessus la culture et qu'on peut d'emblée communiquer les uns avec les autres, pour moi, on est en plein dans sa tâche aveugle. Et on croit qu'on comprend l'autre parce qu'on se dit la culture n'existe plus, on est tous pareils, mais c'est pas vrai. Donc il y a quelque chose d'un décalage qu'on manque, et donc qu'on manque dans le rapport à l'autre, mais qu'on manque aussi dans le rapport à soi. Parce qu'on manque ce qui en soi nous échappe, ce qui en soi nous est étranger, ce qui nous dérange, et donc je pense que c'est une perte très grande. Alors je me dis que ça, pour moi, si on voit un des défis de l'anthropologie contemporaine, c'est vraiment celui-là, de ne pas lâcher la notion de culture, mais de le remettre à sa place. Et c'est ça que j'essaye de faire aussi du côté de la psychanalyse, de reprendre la notion de travail de la culture, mais en disant que c'est pas juste au niveau de l'humanité en général. Il y a un travail de la culture qui se fait dans le particulier, mais qui est en lien avec un universel d'un autre travail de la culture. Alors c'est tout ce rapport, en fait, qui se poursuit tant sur le plan de l'anthropologie que sur le plan de la psychanalyse.